Donc en fait, le sujet, c'était real time. Donc je vais recouper real time, Go et Streamroot, en gros. Donc je vais vous parler déjà de... Voilà, bon, moi, c'est Sion Caplet, à Streamroot, mon rôle, c'est ça, Backend Scalability Engineer. Alors, je pense que juste derrière... Voilà. Donc en gros, ce que fait Streamroot, c'est que on distribue un plugin JS pour les broadcasters de vidéo pour leur booster avec des fonctionnalités de peer-to-peer. Donc c'est-à-dire que les gens entre eux, avec leur browser, directement vont faire du peer-to-peer avec des segments vidéo, vont échanger les segments. Donc ça veut dire que directement, les broadcasters, ils ont moins de bandes passantes puisque moins de gens se connectent à leur CDN. Et ils peuvent aussi en fait gérer toutes les spikes. Si d'un coup il y a un événement assez important, surtout dans les lives, on va distribuer en fait la charge sur le peer-to-peer moins que sur le CDN. Alors, en gros, l'idée c'est de faire un retour de production, parce que moi je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans les meet-ups, des gens qui mettent des trucs en prod et qui disent pourquoi Go ça m'a aidé, pourquoi ça marche, pourquoi c'est plus facile. Donc, mais j'ai quelques ingrédients d'abord avec lesquels on a buildé la plateforme, avec d'ailleurs les membres de Streamroot qui sont ici, je vous les présenterai à la fin, il y en a quelques-uns. Alors, ça c'est très important. C'est en fait, quand vous codez, il faut toujours penser à celui qui va passer derrière vous, hein. Il faut faire du code prof, il faut le tester, tout ça. Bien sûr, test-driven development. D'accord. Oui, confirmé. Beaucoup de pragmatisme. Non, mais ça va peut-être montrer pourquoi on a fait certains choix par la suite. C'est pour ça que je dis un peu les valeurs au début. Disons qu'on a construit cette plateforme pendant un an avec beaucoup de choses. On n'a pas fait que ça. Mais du coup, pendant un an, c'était un peu les valeurs. C'est pour ça qu'à la fin, ça donne le résultat. Ensuite, quelque chose de très important, c'est le continuous deployment et le continuous refactoring. Ça permet d'avoir toujours en fait un soft qui n'a pas de delta avec ce qui est en production. C'est-à-dire que ce qui est dans votre code, c'est presque ce qui est en production. Mais généralement, à Streamroot, dans le backend, les commits sont tous en prod. Le master est en prod. Ça, c'est vraiment pratique sur plein d'aspects, mais c'est peut-être l'objet d'une autre discussion. Ah oui, ça, j'avoue que quand on ne sait plus où on en est dans le design, software pattern, TDD, tout ça, on est un peu perdu, on ne sait plus comment coder. J'avoue que celle-là, elle m'aide beaucoup et c'est toujours un petit test. Je veux savoir si les gens le savent. Alors, des fois, moi, je ne me rappelle plus non plus, mais bon. Ça a été inventé en 1990 par Ken Beck et c'est les Simple Design Rules. Alors, est-ce que quelqu'un sait les citer? Non. Quelqu'un les connaît? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Ken Beck's Design Rule? C'était les années 90, des bonnes années. Voilà. Donc en fait, c'est un cycle qui tourne en rond. Bon, je vais passer au real time après, hein. C'est juste que c'est un sujet important pour moi. C'est votre code, il passe les tests, il révèle son intention. Donc ça, c'est toute l'idée de clean code. Il ne contient pas de duplication. Ça, en Go, c'est un peu plus dur, mais on y arrive. Et il contient le moins d'éléments possible. Et vous repassez comme ça. Du coup, quand vous ne savez plus où vous en êtes dans votre design, essayez de faire ça. Donc c'est du TDD, forcément. Ça aide beaucoup. Donc voilà, je vais passer aux choses real time. Alors, attendez, hop. Voilà, donc quand on entend real-time, à quoi on pense? Bon, moi j'ai pensé à trois mots, responsive, low latency et concurrent. Je pense que... Et il y a un autre mot qui forcément vient tout de suite, c'est scalabilité. Je voulais juste highlighter le fait que scalabilité, pour moi, n'est pas performance. On confond souvent les deux choses. Enfin, moi, avant, pour moi, c'était égal et je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir en me renseignant un peu. Pour moi, la scalabilité, c'est plus la concurrency. Du coup, c'est plus, on doit plus penser, bon, tu as confirmé puisque ta boîte elle est basée là-dessus finalement. On pense plus en termes de process et de distribution et moins en termes de CPU perf, hein. Donc là, ça va être plus la plateforme qu'on va devoir, elle n'est pas finalement optimisée pour le CPU parce que Go, en fait, il va vous le donner gratuitement. C'est un langage qui est assez performant. Donc, si je pense en termes de concurrence, je ne vais pas non plus débattre 150 ans pourquoi on choisit Go parce qu'il y a plein de raisons pour en discuter plus tard. Mais la concurrence, elle est built-in dans Go. Vous avez une machine à 8 heures, hop, c'est parti, il utilise les 8 heures tout de suite. Donc ça, c'est quand même intéressant. Euh, Oui, tu n'as même besoin de rien faire en fait, hein. C'est built-in. Et oui, dès que tu vas lancer une routine. Donc en fait, rapidement, parce que tout à l'heure on entendait des choses, comment ça fonctionne, c'est juste que c'est du multiplexing, c'est-à-dire que Go va lancer des threads par corps, voilà. Et sur ces threads, il va mettre des go-routines. Il va mettre 10 000 go-routines sur un thread. 10 000 autres go-routines sur un thread, il va le distribuer comme ça. Donc vous avez genre 4-5 threads qui tournent et qui sont multicore. Et ensuite, les go-routines, vous pourrez avoir 1 million sur votre PC, ça va tourner, quoi. Ça va juste se distribuer, se multiplexer.
Oui, alors le real-time pour moi, c'est, on va dire chez Streamroot, c'était un peu cette idée-là. Je vais plus partir par rapport à toi dans un paradigme un peu HTTP, data pipeline. Hein, ça va rien à voir avec peut-être ce que tu as dit. Mais pour moi, le real-time, c'est quoi? C'est on a une input, on a notre système, et là, tout de suite, en termes de business et operational, parce qu'à la fin, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'on code, hein, c'est pour le business et l'operational, pour que l'operational soit smooth et que le business, on gagne de l'argent. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Go, parce que opérationnellement très facile et productivité très puissante, donc retour d'argent plus rapidement. Non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est un grand plaisir. Moi, avant, j'ai été Rubyiste, du coup, je fais du C comme du Ruby, c'est vraiment plaisant. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que la business output opérationnelle, elle est instantanée, c'est-à-dire que le temps qu'on processe les events, ça correspond un peu à la real life, à ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, les composants, alors je vais mettre la liste, ça va être plus simple. Oups. Les composants real-time qu'on a à Streamroot, on a dû en développer 4. Je m'étendrai sur celui-là, et celui-là, je passerai rapidement là-dessus, tout simplement parce que, bon, ça, on ne peut pas trop en parler, c'est pas que c'est secret, mais il y a des petits trucs quand même. Et ça, c'est intéressant, mais celui-là, ça va être marrant. Donc, on a développé un track, tout ça, c'est fait en Go. On a développé un tracker qui, forcément, quand vous avez tous les gens qui regardent le même contenu, il faut les matcher entre eux pour qu'ils échangent leurs segments. Donc ça, c'est notre tracker interne. Un signaling server, comme on fait du WebRTC, les browsers parlent entre eux, c'est du WebRTC. Il faut, avant un échange de clients direct, il faut qu'ils passent par, comme dans SIP un peu, il faut qu'ils échangent leurs metadata pour se trouver à travers le réseau, les NAT et tout ça. Du coup, c'est un signaling server qui fait ça, petite session, il échange, il fait un peu le passe-plat entre deux gars qui veulent se parler, et après, ils se trouvent et c'est fini. Le signaling server a fini son job. L'autoscaler, ça, j'en parle un peu plus, et le data pipeline. Du coup, le signaling server, bah ça, en Go, c'est très facile à implémenter. J'aurais dû ramener le nombre de lignes de code. En fait, il relaie des messages, voilà, tout simplement, de la metadata. C'est dans le standard WebRTC, le signaling. Le petit trick, c'est qu'en fait, le signaling server, il se prend des connexions persistantes parce qu'on fait du WebSocket. Le temps que les gens échangent les messages, c'est plus simple en WebSocket. Donc, ça veut dire que vous devez quand même avoir un process qui tient. Bon, chez Streamroot, on a du gros volume. Donc, on doit quand même tenir énormément de WebSockets de façon concurrente. Donc, c'est pas que ça pose problème, mais c'est plus limitant que du HTTP. Ensuite, ce qui est bien, c'est que pour relayer ces gens, il faut garder en mémoire où ils sont. Enfin, il faut un ID pour chacun. Du coup, tout ça, ça se passe en mémoire. Il n'y a pas de... Donc, si le process tombe, bah, on perd toutes les datas. Mais ce qui est bien, c'est que Go, ça tombe très peu souvent. Et du coup, si vous les gardez en mémoire, mais on en reparlera plus tard, il faut un map registry où vous mettez vos entrées. Et puis, comme c'est concurrent, il faut faire du locking. Ça, on en parlera, je crois, dans l'autoscaler, je pense. Ah ben non, c'est ici, en fait. Voilà, donc par exemple, typiquement, ça, c'est juste un petit Go process. Il tenait... donc, on ne met pas de HAProxy devant. Il tient 150 K connexion, WebSocket. Et donc, il relaie 35 000 messages par seconde. Donc, ça, c'est des benches qu'on a fait. Des benches qui reproduisaient exactement la prod. Ah oui, tiens, du coup, on avait fait aussi une spike en Elixir Erlang. Ça tenait 200K. Et le nombre de lignes, c'était à peu près 20 lignes de code. Parce que quand on regarde la VM Erlang, on dirait qu'elle est faite pour faire un signaling server. Du coup, faire du Elixir sur la VM Erlang, c'est vraiment plaisant. Donc, on ne l'a pas remplacé par la prod, parce que ça nous suffit. Mais c'est vrai que ça, c'est une technologie à la limite plus adaptée. Pourquoi on ne l'a pas fait? Tout simplement parce que là, ce signaling server, il faisait aussi plein d'autres choses. Il avait poussé dans Influx pour savoir ce qui se passait. Et faire ça en Elixir Erlang, bon, j'avais pas encore le temps, mais c'était juste pour prouver que c'était un bon modèle pour Streamroot, le Erlang et le Elixir. Ensuite, on a le tracker, donc écrit en Go. Alors, je vais mettre aussi tous les trucs là. Voilà. Donc en gros, un tracker, il doit juste enregistrer de la même façon les viewers et un algorithme de matching qui les match. Mais ça, c'est un peu la sauce secrète de Streamroot. Donc il n'y a pas de slide là-dessus. Il faut que ce soit responsive. Hein, on avait vu que real time, c'est responsiveness, low latency. Et nous, là, on ne peut pas se permettre d'avoir un délai, c'est-à-dire on match les gens tout de suite. Ce n'est pas 5 minutes après, 10 minutes après, sinon le segment vidéo, enfin, ça ne sert à rien. Du coup, historiquement, il y avait des choses interprocess, c'est-à-dire qu'il y avait plutôt un matcher qui était écrit dans un certain langage et qui allait voir dans Redis et qui persistait tous les viewers dans Redis. Et du coup, Redis est super efficace pour faire des recoupements de sets et tout ça. Donc, c'était un bon choix à la limite.
mais du coup, déjà, dès qu'on communique interprocess, on perd quelque chose. Donc, ce qui est intéressant avec Go, c'est que bon, là, on a tout mis en mémoire. L'inconvénient, c'est que les data structures en Go, c'est très limité. Bon, il y en a quelques-unes, mais essentiellement, c'est la map. Et la map n'est pas GoRoutine safe. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous avez une grosse map en mémoire avec plusieurs maps, en fait, avec tous les gens qui se mettent dedans, qui doivent s'enlever, qui doivent se matcher. Donc là, il n'y a pas 40 000 solutions. Donc, on traque et on handle des concurrent access. En gros, il y en a 4, enfin, il y en a beaucoup plus, mais si vous voulez garantir que l'intégrité des data et des échanges dans votre Go process, encore une fois, qui n'est juste qu'en mémoire, vous avez le locking avec les locks de Go. Vous avez aussi la snapshot. Alors, nous, on a opté pour ça. On aurait pu faire ça. Moi, j'étais partisan de ça, mais on est parti là-dessus. C'est très bien. Pour l'instant, ça tient. Et après, il y avait plus Optimistic Control et les channels. Alors, on aurait pu aussi, à travers la map, faire les channels. Mais je pense que ce n'est pas le premier job des channels. Et locking, c'est beaucoup plus sensé. Et d'ailleurs, quand vous regardez la standard lib de Go, dans le cœur, il y a vraiment 10 fois plus ou 100 fois plus de locking que de channels. C'est-à-dire que les channels, elles ont un but, un objectif. C'est pas toujours de remplacer le locking, quoi. Il faut pas... Du coup, la locking, ça passe. On n'a pas fait channel, c'est pas adapté. Et Optimistic Control, parce que du coup, dans notre use case, ça passe pas du tout. Donc, oui. Tu parles d'utilisation des mutex? Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais, je suis pas clair. Du coup, c'est tout ce qui est mutex. Donc, c'est-à-dire que dès que j'écris sur ma map, boum, je lock tout, quoi. Donc, en fait, c'est des systèmes à contention, quoi. Du coup, ça met de la contention et en fonction du volume, on calcule. Donc, nous, on l'a benché, on avait les volumes qui suffisaient. Du coup, ça passe très bien. Si on a besoin de plus, on ira plus loin. Oui, d'ailleurs, si vous avez des questions, interrompez-moi tout de suite, ce sera plus simple. Ah oui, snapshot isolation, en gros, comme on a notre registre et on est en train de dire, tiens, j'ai envie de matcher 2 personnes. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un qui va mettre, enfin, il y a une autre goroutine qui va mettre une autre personne dans ce registre. Donc, je ne veux pas que ça se passe pendant que je suis en train de matcher 2 personnes. Donc, je fais un snapshot de ma map, c'est-à-dire une image, en fait, je fais une copie bête et simple de ma map où il peut y avoir, en mémoire, il peut y avoir 10 000 entrées, 100 000 entrées, une map, ça peut aller loin, donc 1 million d'entrées. Je fais un snapshot, et je travaille avec ce snapshot. Et là, j'ai tout mon temps pour matcher les gens. Pendant ce temps, il y a la vraie map qui est en train de se remplir. Du coup, je travaille sur mon snapshot. Et ensuite, j'enlève le snapshot et j'ai fini mon matching. Bah, je l'avais benché. Et non, en fait, il y a une built-in function dans Go qui s'appelle copier. Du coup, elle optimise ça. Après, je pense pas que je pense. En fait, faudrait bencher les deux, mais on n'en est pas là, quoi. Il y a par exemple CockroachDB qui est écrit que en Go. Elle utilise ça. Elle utilise ça et ça. Donc ça, c'est un projet qu'il faut regarder. C'est open source. Il y a toute la doc dessus, tout le code. Enfin, il y a quand même 60 000 lignes de code Go. Et c'est pas... Mais ils utilisent ces deux-là. Voilà, donc ça, c'était le tracker, un autre composant qui doit être real-time. Rapidement, il faut que je me dépêche un peu peut-être. Ouais. L'autoscaler, c'est pareil, c'est un real-time. Et là, on va aussi utiliser Go, parce que Go, il est très bon quand un process doit faire plein de choses en même temps. Typiquement, j'ai fait plusieurs crons, parce que souvent on doit faire des crons, des business jobs, des trucs à la con, et du coup on va sur une box Linux, on fait un cron tab en bash et tout, on se fait chier. En fait, vous faites un petit process Go, vous utilisez les timers et les tickers, ça va être aussi puissant que du cron aussi stable, parce que ça utilise les syscall système en fait de chaque OS. Et ensuite, vous mettez un endpoint dans le même process qui expose les résultats de votre cron. Donc typiquement, chez nous, on a des jobs qui doivent faire des choses toutes les heures sur toute la base de user. Donc ça, c'est un cron. Et il y a quelqu'un qui peut aller sur une URL et il a une sortie JSON de tout ce qui s'est passé dans le dernier job, par exemple. Et d'ailleurs, je voulais le montrer. Est-ce que j'ai... Non. Bon, c'est pas grave. Oui, et c'est ce que j'appelle... Bon, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais... Pour moi, Go, c'est très bon quand on doit faire un peu une pure, c'est-à-dire on a plusieurs bras et on fait plusieurs choses en même temps. Parce que cet autoscaler, ce qu'il fait, c'est... voilà, en fait, il est en train de regarder la load qui arrive sur la prod. Il est en train de contrôler, de spawner les instances. Tiens, j'ai besoin d'une instance de plus parce qu'il y a plus de viewers qui arrivent. Et puis, je store tout ce qui est en train de se passer dans Influx. Et ça, c'est qu'un seul process. Et il fait tout ça de façon concurrente et il n'est encore jamais tombé. C'est ce que je mets, voilà, stable, pin running. Et ce qui est génial, c'est ça aussi le kiff, c'est que ça fait que 620 lignes de code, alors qu'on a les contrôles pour Azure et AWS. Donc il fait tout ça, il contrôle AWS Azure avec tous les bindings, et pourtant il fait que 620 lignes de code. Donc c'est assez intéressant.
J'avais une démo image. Alors, je vais essayer de cliquer. Je suis pas sûr du coup. Oups. Ah non, attendez. Hop. Je sens mal. En fait, c'est... Bon, laisse tomber. Je vais devoir montrer des images. Je crois que je les montrerai à la fin. Parce que là, j'ai un truc qui apparaît sur... Bon, c'est pas grave. Je n'arrive plus à contrôler. Ah oui. Désolé. Bon, j'avais un screenshot du truc, c'est pas grave. Bon, je vais me dépêcher. Là, on arrive maintenant dans le dernier composant où je vais en parler un peu plus, le real-time data pipeline. Donc, en gros, ce qu'on devait faire, c'était, on veut que les customers ils aient un feedback, un graphe sur tout ce qui se passe en live. Imaginez un client, il a 100 000 viewers et il veut voir si tout se passe bien et tout ça. Quel est le pourcentage de P2P par rapport au CN. Donc, tout ça, il veut le voir en real-time. Donc, le requirement, c'était on veut tout voir en dessous d'une seconde. Donc, le système qui est construit rapidement, c'est assez classique. Tous les collecteurs, parce que chaque browser, chaque viewer, chaque regardeur de contenu, il balance des petites payloads de JSON de texte avec de façon assez fréquente, tous les 2 minutes, même un peu plus, avec ce qu'il est en train de faire. Tiens, je suis à tel segment, tiens, je fais autant de P2P. Donc, c'est le data pipeline, il est basé sur ces payloads qui arrivent. Donc, on a des collecteurs en Go, on a un Kafka cluster qui bufferise, et ensuite, on a juste des consumers qui vont dépiler ce payload, c'est assez classique. Et là, du coup, on met dans un time series storage qui fournit à peu près essentiellement 90% des graphes dont on a besoin et des datas. Et donc, pourquoi c'est du real-time? Parce que, en fait, tout ça, c'est du low latency, parce que si vous regardez bien, c'est ce que je mets là, c'est que chaque composant, en fait, est en mode low latency fast write. C'est-à-dire que ça, on va voir pourquoi que le collecteur Go, ça, bon, ça, c'est assez connu, pourquoi c'est un fast write, et ça aussi. Alors, j'ai les arguments, mais bon, si vous connaissez... Voilà. Donc Kafka, tout simplement, c'est sorti de LinkedIn et ils ont optimisé le file system pour faire des écritures continues et donc ça permet d'optimiser, c'est très rapide, c'est-à-dire ça écrit, c'est tout de suite disponible. Le fait que ça ait de la rétention aussi, c'est très pratique, c'est-à-dire qu'on ne construit pas 10 000 ans de données, on va en garder 3 jours. Donc je sais qu'on a une box chez nous et du coup toutes les datas passent par là, mais on ne garde que 3 jours. Donc ce serait très volumineux si on gardait tout, ça c'est très pratique la rétention parce que plus votre file system est gros, finalement, moins vous avez de temps pour répondre. Oui, on peut le mettre en no-hack, mais ça, on ne le fait pas. Et ensuite, pareil, on utilise une time series qui InfluxDB écrit en Go. Ça, c'est un projet à regarder aussi. Et du coup, tout est fait pour... vous avez qu'à regarder le blog, il est très bon de InfluxDB. Ils expliquent toute leur architecture. Tout est fait pour avoir une écriture très rapide. Et du coup, le dernier point du pipeline... Comment? Mais non garanti. Si Influx est garanti, là, c'est garanti. Là, c'est genre, tiens, no-hack garanti. Je connais des gens en prod qui se plaignent de perdre de la donnée en influx. C'est triste. Et du coup, après, le dernier élément, c'est les collecteurs. Mais oui, ça dépend quelle version ils utilisent. Alors, les collecteurs, justement, c'est le point en Go. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous écrivez un point HTTP endpoints en Go, out of the box, il va tenir ça. Moi, je l'ai benché. Les nôtres, ils font 15 000 requêtes par seconde, aucun problème. Donc, c'est quand même assez intéressant quand, dès votre standard lib, vous la sortez, vous n'avez pas besoin d'amener un framework. Bon, il y a le monde Ruby, Node.js avec tous les frameworks web. Donc, vous avez la standard lib, c'est-à-dire que vous faites en fait 10 lignes de Go, vous êtes déjà potentiellement à 15 000 requêtes par seconde sans problème. Et en plus, c'est pas parce que vous avez passé à 25 000 requêtes par seconde que ça va cracher. Ça va juste s'empiler et on va dire s'empiler de meilleure façon que d'autres technologies dont on pourra parler. Voilà, donc c'était le fameux 10K problème qui était réglé avec une standard lib. Ensuite, alors j'ai peut-être oublié un point. Voilà, donc en fait, ils reçoivent, ils valident et puis ils pushent le JSON. Ces collecteurs, l'idée c'est de faire du fail fast. Il faut vraiment, ça c'est vraiment deux super packages, IO, HTTP, il faut bien les connaître. Et typiquement, mon collecteur, moi j'utilise ça. Vous avez un limited return, c'est-à-dire que dès que je dépasse une certaine taille de payload dans la librairie, alors ça je voulais le montrer. J'ai du code à montrer, mais ça ne veut pas passer le truc. Je comprends pas. Ah ouais. Non, c'est là. Voilà. C'est quoi ça? Voilà, Max Byte Reader. Hop. Donc ça, d'ailleurs, c'est le code de notre collecteur. C'est copier-coller. Très intéressant. Donc c'est très terse le langage Go, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses en très peu de lignes. Et là, direct, je suis en train de wrapper la lecture de mon body de la requête dans un Max Byte Reader. Et dès que j'atteins la limite, je vais avoir une erreur.
et du coup, je bail out. Ça, c'est très pratique quand même. Parce que faire ça dans d'autres langages, ça peut prendre... Hop. Ah oui, du coup, je recommence dès le début. Là, super. Bon, voilà, c'est la souris qui a disparu. C'est public ça ou c'est. Non, ça, c'est du code... Enfin, ça, c'est un GIST privé. Parce que du coup... ouais. Alors, je vais me dépêcher parce que je suis un peu... Ça va, on peut pas y rechercher. Ouais. Donc j'en étais là, c'était le collector et le time. Ah, mais si à chaque fois je monte du code, il faut refaire ça. Voilà. Fail fast, hein, comme ça vous êtes disponible tout de suite pour les autres. Payload size, on a vu que... Voilà, hop, c'est ça que je veux. La taille de vos payloads du JSON, ça influe en fait en benchant. Vous voyez qu'au début, on se tapait des payloads, on avait trop en fait d'infos, c'était 1500 bytes, ça c'est beaucoup trop. Du coup, on a réduit et du coup, ça fluidifie beaucoup le pipeline. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on fait du JSON, en Go, c'est basé sur la réflexion. Donc plus votre payload est grande, moins ça aide. J'avais essayé ce FFJSON qui en fait prend vos structs et met les méthodes en dur unmarshal JSON, marshal JSON, comme ça il n'y a plus de réflexion. Bah, il se trouve que j'ai gagné 1% ou 2%, donc j'étais vraiment surpris. Et du coup, j'ai laissé tomber. Donc ça veut dire que je sais pas, la réflexion, là, c'est pas si mal. Voilà, après, au début, on faisait du type switching, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'une URL et quand on recevait la payload, on allait un peu introspecter, on switchait sur le label. C'est plus simple de dire chaque payload a son URL, comme ça, boum, ça passe tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire du type switch comme on faisait tout à l'heure, en fait. Donc ça a beaucoup amélioré Do Not Nest JSON. Ouais. Et puis ça, bon, ça sert à rien quand on fait de la matrix JSON, ça sert à rien de nester les choses. Rester simple parce que ne serait-ce qu'on a vu, là, on a mis un autre pipeline un peu de data scientifique. Si on avait nesté notre JSON juste parce que c'est cool, point de vue business, ou on veut structurer, genre parce que c'est joli, ça c'est toujours les mauvaises idées. Ce serait plus compliqué avec notre data science aujourd'hui. Donc voilà. Et typiquement, j'avais benché ça et on peut dire à peu près 1 million de users. Bon, ça dépend à quelle fréquence il balance, mais c'était, je crois, une payload tous les 30 secondes. Au début, il balance toutes les 10 secondes, après toutes les 30 secondes, après tous les 2 minutes. Du coup, 1 million de users, c'est quand même intéressant avec juste pas beaucoup de lignes de code. Du coup, voilà. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Du coup, les collecteurs aussi, il y a ce pattern de réutilisation de ressources. Donc ça, c'est utilisé dans beaucoup de... Je vais m'aventurer à aller chercher du code. Et du coup, je vais juste vous montrer. Hop, c'est ici. Voilà, elle a disparu ma souris. Non, ici, là. Voilà, donc en fait, vous avez le package sync en Go. C'est vraiment très intéressant, il faut bien le connaître. Et en gros, vous avez le sync pool, c'est-à-dire, j'ai beaucoup de payloads qui m'arrivent. Ouais. J'ai beaucoup de payloads qui m'arrivent dans la figure et à chaque fois, pour chaque payload, je recrée en fait des choses. Donc ça, c'est pour ça que je parlais du flight weight pattern qui était utilisé dans Word, dans Excel, tout ça, c'est-à-dire les glyphes, en fait, ils étaient faits avec le flight weight pattern, c'est-à-dire on construit une moitié d'objet et on le file à tout le monde et puis les autres rajoutent ce qu'il faut sur l'objet déjà préparé. C'est un peu la même idée. C'est qu'en gros, ici, vous avez la même idée, quoi. Vous readez du body, on va dire que c'est le body HTTP qui arrive, mais juste avant, vous avez demandé un buffer. Et juste après, s'il y a une erreur, de toute façon, vous pouvez faire un defer. Vous remettez le buffer dans la pool et la pool, elle est implémentée là. Et du coup, c'est sync pool, vous le créez comme ça. Vous donnez une fonction qui à chaque fois retourne s'il n'y a rien dans la pool, comment je crée un nouvel objet. Vous lui donnez la définition et puis après, il se débrouille tout seul. Donc ça veut dire que plutôt que de créer en fait des buffers, autant qu'il y a de périodes qui arrivent et puis après de les garbage collecter ou ce que vous faites avec. Et bien tout simplement, vous créez une pool et puis ça se trouve, votre pool, elle va être de 10, après de 20, de 30 et puis elle va se sizer comme ça. Donc c'est juste de la réutilisation. Donc ça, je ne l'ai pas encore mis. Je pense pas que je le mettrai parce que... Alors, j'aimerais bien que ça retourne. Hop. Voilà, on était ici. Alors, du coup, c'était les valeurs du début, Yagni, quoi. Tout le monde sait ce que ça veut dire Yagni, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que bon, je pourrais mettre ça, ce serait un peu fancy, tout ça, mais bon, là, on a benché, ça sert à rien. Du coup, mais si je le mettais, j'aimerais bien d'abord le mesurer, tu vois, parce que qu'est-ce que ça m'apporte? On a déjà vu des trucs, c'est genre 2-3%. Bon, on laisse comme ça parce qu'à la limite, on se focus sur autre chose qui est plus intéressant pour le business.
Donc ça, je ne l'ai pas mis, mais ça peut se mettre. Et bien sûr, on a appris à Streamroot à ne pas décider sans avoir benché dans le back-end. Et du coup, si vous voulez bencher avec sous Go, il y a vraiment un outil. Dernièrement, ils ont benché Kubernetes avec ça, c'est Vegeta. Donc ça se fait bien. Bon, après, il faut des fois, si vous voulez faire des payloads un peu différents, de posts et tout, il faut faire votre propre code, mais ça se fait facilement. Et même puisque c'est Go, avant on utilisait quoi? Il y avait AB de Apache, il y avait JMeter. Donc JMeter, vous le mettiez, c'était en Java, vous le mettiez sur votre machine, vous vouliez faire 10 000 requêtes, c'est bon, la machine elle était morte. Du coup là, avec Go, ça utilise tous les corps. C'est des Go routines très très légères, parce qu'une Go routine ça fait je sais plus 4 kilobits ou moins en mémoire. Du coup, rien que de votre Mac, vous pouvez déjà faire, je ne sais pas moi, 20 000 requêtes, ça va passer. Enfin, il faut changer les files descripteurs et tout ça. Et ensuite, ce qui est génial avec Go, vous faites votre petit outil de benching avec sa petite logique, vous en faites une ligne de commande et ensuite vous le pushez très rapidement sur n'importe quelle machine et vous lancez en ligne de commande en changeant les paramètres. Ça, c'est super pratique parce que vous avez votre cloud, vous voulez bencher quelque chose, vous poussez. Encore une fois, ça, c'est la productivité avec Go, quoi, ça simplifie tout. Alors, du coup, je vais pas. Oui, bon, là, je vais passer dessus, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a tellement de points qui nous arrivent dans la figure qu'à un moment, avant de les mettre dans Influx, Influx, c'est le Time Series Storage, on va faire du reducing parce qu'il y a de l'information un peu redondante. Et s'il y avait une trop grosse densité de points dans votre Time Series, à chaque fois que vous faites des queries dans ce storage et que vous appliquez des fonctions dessus, que ce soit du max, du percentile, bon, bah lui, il aura une densité énorme de points sur lesquels il doit faire du crunching. Donc, tant qu'à faire, avant d'aller dans Influx, c'est-à-dire quand on va pouler les messages de Kafka, juste avant de les mettre dans Influx, on va un peu faire de la business logic, et c'est là où Go est très fort. On veut réduire la densité de points, donc faire du reducing avec un petit peu de business logic. Et du coup, ça se fait, alors c'était pour rappeler le schéma, hein. Voilà, tous les messages sont stockés là-dedans, pur JSON, et là, les consumers, ils vont les dépiler. Et avant de les mettre dans Influx ou dans d'autres stores, on veut quand même faire du reducing et ce genre de choses-là, et de l'agrégation en fait. Et c'est là où Go est très bon, parce que du coup, voilà, donc le driver à utiliser quand on fait du Kafka avec Go, c'est celui-là, surtout la dernière version 0.9, enfin un 8 qui implémente Kafka 0.9. Et un consumer, qu'est-ce qu'il fait? Il pull de Kafka, il applique de la JUIC et il push vers n'importe quel backend. Donc l'intérêt de cette architecture, c'est qu'elle est aussi totalement découplée, donc après on peut faire un peu ce qu'on veut avec la data. Ça c'est pratique. Voilà, et du coup, nous on a implémenté un peu un pattern qui est notre consumer. Chaque consumer est un replay aggregator. Et on va voir le code en fait. Et du coup, un aggregator, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme les payloads et puis il attend un petit peu parce qu'il doit réducer. Donc il attend des payloads pendant 5 minutes. Il dit bon, ça c'est tout le même client. J'attends, j'additionne tout et je persiste le point. Donc si par exemple j'ai 20 000 users en train de voir le même contenu, bah, je vais avoir un seul point mais qui va sommer par exemple le peer-to-peer de chacun, quoi. Ça sert à rien d'avoir le peer-to-peer de chacun. Ce qui m'intéresse, c'est la somme sur ce contenu, sur cette URL. Regardez. Bon, ça c'est juste du reducing classique. Du coup, l'idée, c'est de voir pourquoi Go est facile avec ça. Et le fait qu'il soit replay, c'est que comme vous savez, l'intérêt de Kafka, c'est de pouvoir, en fait, c'est-à-dire que chaque consumer va persister là où il en est dans le dépilement des messages. Et si le process de votre consumer meurt, vous le réanimez, il va aller chercher son dernier offset, où est-ce que j'en étais, et il va reprendre. Donc ça, c'est génial parce que nous, on peut arrêter nos consumers pendant un jour. Des fois, ils peuvent crasher. Comme on persiste leur offset toutes les 30 secondes, je crois, ou tous les 10 secondes, dans Kafka lui-même, avant c'était dans Zookeeper, donc il faut passer en version 9 Kafka parce que sinon ça ne scale pas. Le fait qu'il soit replay, c'est important. C'est-à-dire que quand on restart le consumer, il est capable, avec les timestamps qu'il arrive, de correctement concaténer les points et tout ça. Donc il y a un peu de logique sur le replay. Mais du coup, ça nous permet vraiment d'être assez flexible. Je me souviens, on a eu 2 drames. Une fois, on a droppé toutes les datas. Bon, bah, on a été tout recherché dans Kafka, on a reconstruit tous les points. Ça, c'est quand même pratique. Alors, ouais, je vais juste montrer le code et puis à la fin, parce que ce sera le dernier bout de code. Et c'est quand même assez important parce que du coup, un peu les channels, voilà. Donc ça, on va dire que c'est un peu le cœur du processing du data pipeline. Et donc, ça, c'est tout simplement, je suis en train de dire, ça, c'est mon objet, c'est imaginer une struct.
et j'ai une méthode attachée dessus. Okay, donc à chaque fois que vous voyez A, c'est que je référence mon objet. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est cette méthode? On rentre dans un for infini. Donc et on fait une fois un select. Alors je ne sais pas si vous connaissez le select, mais ça en fait c'est assez magnifique dans Go parce qu'en fait on visionne la concurrence. C'est-à-dire que chaque branche ici, ça c'est une branche de concurrence, voilà. Et donc très rapidement, ça rentre dans le select et ça dit, est-ce que j'ai, ça c'est les channels, une channel, il y a de la data qui arrive, là il y a de la data qui arrive, là il y a de la data qui arrive et là aussi. Donc à chaque fois que je rentre, je regarde où est-ce que j'ai de la data. Ah bah ici, tiens, j'ai un message. Ah bah j'exécute et je recommence. Okay, et si au même moment j'ai deux entrées, ça arrive, bah, je fais du pseudo-random. Okay, donc ça s'exécute à l'infini de façon très vite et ça vous donne l'illusion de la fin. C'est pas l'illusion, ça vous donne une concurrence visuelle. Donc à programmer, c'est très agréable quand même. Et du coup, ce que ça fait, cet agrégateur, bah, c'est ça, j'ai un genre de timer ici que j'ai défini, ça c'est vraiment très pratique. Je dis, bah, c'est ma flush frequency, tous les 5 minutes, tu persistes les points. Et du coup, le timer, je le redéfinis ça c'est un channel, et lui, dès qu'il reçoit en fait un tick, ça en fait, le système va lui envoyer un tick tous les 5 minutes, oups, il exécute ça. Là, ouais, là c'est... Ah, ça va être en fait Kafka direct, les erreurs de consuming de Kafka. Si j'arrive pas à consumer un message, et bah, mon channel errors, il va recevoir un truc, du coup je log, et ça c'est les messages que je dépile de Kafka. Ah, mon replay, il a in, donc dès qu'il reçoit un message, et là on a un slicer pour tout ce qui est la logique de j'agrège les datas correctement avec les timestamps. Mais ça c'est un autre problème. Donc ça finalement, quand on l'imagine dans d'autres langages, moi je sais pas, mais ce serait bien galère quoi. Et là c'est quoi? C'est 30 lignes. Et le truc, c'est que ça tombe jamais. Y a pas... Les null pointers sont assez difficiles à avoir en Go. Enfin, il y a très peu de... Les cas pour avoir des stack traces, ils sont presque finis, quoi. On peut les lister. Donc ça, en fait, ça tourne depuis des mois et puis ça tombe pas, quoi. Contrairement à d'autres technos que j'utilisais avant, que ce soit Java ou Ruby, on n'avait pas cette stabilité. Du coup, je crois que j'ai fini après. Bon, je vais finir comme ça. Hop. Donc, je voulais dire benching, tac, tac. Ah oui, bon, ça, je vais peut-être pas... c'est comment on déploie, c'est en mode Yagni deployment pour pas vous prendre la tête. Mais ça, on va pas... Ouais, c'est peut-être juste celui-là. Si vous savez pas trop comment déployer votre Go, vous avez un cloud. Donc, généralement, cloud dit Ubuntu au-dessus de version 15, dit systemd. Donc, systemd, c'est le successeur de Upstart. Enfin, pas vraiment le successeur. Et du coup, typiquement, un collector, c'est ça, quoi. Donc, ça... en fait, on envoie un binaire et c'est l'environnement qui lui injecte. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de mettre comment dans le Go programme on injecte. Parce que ça se fait super facilement, c'est une ligne. Et du coup, ça, c'est typiquement un de nos collecteurs. Donc, on a des conventions. Le collecteur, il va se mettre là avec un symlink. Et du coup, vous injectez les brokers, comme ça. Et ça, il ne faut jamais oublier. Ça veut dire que c'est le nombre de files descriptors que vous voulez ouvrir, quoi. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'en fait, systemd, il va être isolé. Et si vous ouvrez le nombre de files descriptors sur votre machine Linux, systemd s'en fout, en fait. Donc, il faut vraiment lui préciser. Donc, ça, on s'est fait avoir. Donc, ça, c'est un petit service file que vous mettez. Vous le faites enabled. Comme ça, quand la machine crash, bah, le service va automatiquement restarter. Et c'est super facile, quoi. Donc, tous nos services, en fait, sont déployés comme ça sur le cloud en attendant de se toucher un peu la nouille sur du Kubernetes ou du Docker ou ce genre de choses, quoi. Si ça intéresse des gens. Ah oui, non, là, ça c'est nul, mais c'est juste pour montrer la surface. Encore une fois, un argument Go. Bon, ça, en fait, il manque des trucs, ça marche pas. Mais GoList est très intéressant pour lister tous ces dependencies. Ça, c'est pour montrer sur tout notre backend quelles sont nos dependencies. Et tout le reste vient de la standard lib. Donc, vous voyez qu'on n'a pas de web framework, de booster, de fast HTTP ou je sais pas. C'est vraiment la standard lib. Et on a tous les drivers, forcément. Azure, Influx. Bon, on utilise des JWT tokens. Bon, il le faut. Ça, en Go 1.7, ça va disparaître. Contexte, il n'y en aura plus. Tous les WebSockets, on fait avec Gorilla. Ça, oui, c'est pour faire du rate limiting, c'est très bien. Ça, c'est un des... Si vous voulez voir du bon code Go, vous regardez le driver MGO, qui est un des meilleurs drivers Mongo. Et ensuite, ça ramasse. Oui, ça, c'était pas nécessaire. Et syslog, qui est plus nécessaire. Donc, vous voyez, en fait, la surface pour tous les modules qu'on a à Streamroot, il y en a quand même pas mal.
surface des dépendances, c'est ça, quoi. Quand vous comparez à Ruby ou Node.js, c'est juste, moi, je trouve ça phénoménal, quoi. Et le reste, c'est de la standard libre. Et c'est pas de la standard libre, genre, ah oui, mais je suis pas sûr de ma standard libre, je vais aller chercher un autre truc parce que c'est plus solide. Non, c'est justement le contraire. Vous allez chercher rien ailleurs parce que c'est bien foutu dedans, quoi. Et du coup, où j'en suis? Bah, je crois que j'ai fini. Je voulais juste faire un petit. Voilà. Aïe. Attention. Donc, Streamroot recherche des gens. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette URL. Il y a la description de tous nos jobs. Allez-y en mode informel. Là, vous écrivez à jobstreamroot.io si ça vous passionne, tout ce qu'on vient de raconter. Vous mettez un petit sujet Golang Meetup et vous envoyez un petit mot et puis on peut discuter. Nous, ce qu'on recherche, c'est des Core.js développeurs. Et c'est du sérieux Core.js chez nous. Moi, j'en fais pas, mais il y a quelques gars du front là. Donc, si même vous connaissez des gens qui connaissent un JS développeur, franchement, c'est pas facile et c'est vraiment sexy le poste. Et Backend Scalability Engineer, il en faut aussi. On a aussi un développeur blog qui va s'animer un peu plus cette année, je pense, parce que là, on avait commencé récemment. Et ce qui est bien, ouais, moi je tiens à préciser que pourquoi c'est une great place to work pour les devs, c'est en gros, vous êtes maître de votre situation, on vous donne les requirements et vous démerdez, quoi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'aurais pu faire du Go ou autre chose, mais bon, personne ne m'a empêché, quoi. À un moment, c'est juste la mesure du risque, la confiance et tout ça, quoi. Donc ça, c'est très agréable. Du coup, n'hésitez pas à parler aux membres qui sont là. On a 2 front-end, back-end guys, Thierry, lève la main Thierry, voilà, JB. On a notre product manager Romain. On a un des fondateurs, donc vous pouvez discuter du business model, tout ça, Nicolas. N'hésitez pas à leur parler pour les posts, il y a pas mal de posts. Et puis si vous avez d'autres questions sur Streamroot. Du coup, voilà, j'ai glissé un message subliminal, je ne sais pas si vous allez voir. Merci. C'est les questions. Je fais 20 minutes. Comme ça. Bravo, merci. Ah, voilà.